Je démarrais cette deuxième table ronde consacrée à l'ubérisation du droit en faisant le lien avec la première table ronde qui traitait notamment de la musique. Pour moi, ce domaine de la musique, c'est vraiment l'industrie qui a subi la première vague de la numérisation, qui en a beaucoup souffert, mais qui a aussi pu imaginer de nouveaux modèles. Le streaming vient de la musique, le crowdfunding vient de la musique, le do-it-yourself vient de la musique. Bref, c'est une industrie qui a su se réinventer grâce au numérique, même si elle en a souffert. Évidemment, les directions juridiques, les départements juridiques et le marché du droit ne sont pas une île qui pourrait être à l'écart de cette transformation numérique. Ça a déjà été le cas avec la transformation 1.0 et 2.0, avec le mail, avec le net, avec même le word processing. On a vu des métiers se transformer, voire disparaître, des assistantes, des documentalistes. L'idée de cette table ronde, c'est de savoir quel est l'avenir, comment va se passer cette transformation 3, 4.0, ce qu'on a appelé l'ubérisation, qui est un terme un peu négatif, parce que quand on pense à ubérisation, on pense à destruction d'emplois, appauvrissement d'une profession, atomisation d'une profession, mais il y a bien d'autres enjeux qui ont déjà été évoqués par M. Hubert et également par Marc Mosset, l'open data, des nouveaux outils collaboratifs, de la justice prédictive, et ça c'est effectivement quelque chose de totalement nouveau, du machine learning et de l'intelligence artificielle qui pose la question de savoir si un jour les robots remplaceront les juristes, dans quelle mesure. Bref, pour traiter tous ces sujets, nous avons invité plusieurs personnes. Donc, nous avons Guillaume de Roubaix, qui est directeur du développement international IMIA et directeur de l'innovation éditoriale chez LexisNexis, donc une entreprise qui s'est déjà transformée. Il est également président du groupe édition juridique au sein du SNE. Nous avons ensuite Frédéric Pelouse, qui a été avocat d'affaires et qui a fondé en 2013 la première société de financement de litiges aux États-Unis, Litigation Funding, Alter Litigation. Il jouit d'une expertise dans le domaine des actions collectives, du financement des litiges, et il a créé la société WeClaim sur des modèles prédictifs et peut-être proches de l'assurance, on en parlera. Camille Aéry est avocat au barreau de Paris, il est au cabinet Auguste et Debouzy, il dirige le groupe contentieux arbitrage pénal des affaires, il préside également la commission ouverte contentieux des affaires du barreau de Paris, il est expert en contentieux commercial, en contentieux de la propriété intellectuelle et en droit pénal des affaires, et il est également ancien membre du Conseil de l'ordre des avocats de Paris. Christophe Roquilly, que nos amis de la FJE connaissent bien, est professeur de droit et doyen du corps professoral et de la recherche à l'EDEC. Il dirige également le centre de recherche Legal EDEC et la filière Business Law et Management. Nous avons également M. Jérôme Dupré, qui a été juriste d'entreprise au sein d'un grand groupe avant de rejoindre la magistrature. Il a exercé en dernier lieu au ministère de la Justice et à la sous-direction du droit économie, avant de prendre une disponibilité en 2014. Et M. Dupré, vous êtes également médiateur au sein de votre propre société Negostis. Et vous travaillez également sur des modélisations de décisions de justice et création de juges virtuels. Nous avons dans la salle M. Jacques Lévy-Véel, qui est diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale supérieure des télécommunications. Il est docteur en mathématiques appliquées et actuellement directeur de recherche à l'INRIA, où il anime une équipe dédiée au développement de modèles mathématiques et stochastiques pour les sciences sociales. Ces spécialisés sont la probabilité et les statistiques, avec des applications notamment pour le ministère de la Justice, pour la quantification des risques et l'estimation des indemnisations. Enfin, M. Wagner, qui a créé une société qui s'appelle Captain Contrat, qui est diplômé d'HEC et qui a donc créé cette société. Il a d'abord travaillé à la Deutsche Bank, puis comme bras droit de Gilles Babinet, aujourd'hui responsable des enjeux numériques pour la France auprès de la Commission européenne. Captain Contrat propose une nouvelle interaction entre les avocats et les entreprises, avec la mise à disposition de contrats pour la création d'entreprises, la protection de la propriété intellectuelle, les premières embauches. Voilà, on a une table ronde bien fournie. Mes premières questions concernent ce thème de l'ubérisation du droit, de la transformation numérique qui peut faire peur avec ces outils d'intelligence artificielle. Première question un peu catchy, est-ce que vous pensez qu'à terme, les robots, la robotisation, l'automatisation des processus remplacera les avocats, les juristes d'entreprise, et dans quelle manière? Monsieur de Roubaix? Alors, je ne vais pas commencer de manière aussi catchy que vous l'espériez, mais oui et non. Oui et non, dans le sens où on sait que ce que l'on sait de la révolution digitale.
que je préférais peut-être comme terme à l'ubérisation. L'ubérisation, d'ailleurs, c'est presque un sophisme, ça fait un petit peu peur. La révolution digitale, c'est quoi? D'une part, on sait que c'est une transformation tout à fait fondamentale de la chaîne de valeur juridique qui concerne tous les acteurs du droit et dont l'une des incidences majeures est la recherche et l'accomplissement d'une productivité accrue par rapport à ce que l'on pouvait connaître il y a très peu de temps, finalement, moins de 10 ans. Deuxième certitude, c'est que cette révolution digitale préserve sans doute ceux des professionnels qui font appel le plus à l'intelligence sociale, tandis que les professionnels qui ont pour mission du contrôle purement administratif sont beaucoup plus menacés. Et puis, on sait également que les uns et les autres, on est tous atteints, si je puis dire, par le more for less, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une pression qui est une pression très forte sur, là encore, sur tous les acteurs de la chaîne de valeur juridique pour fournir de plus en plus de droits, au sens générique du terme, de conseils, de sécurité, de gestion de risque, avec des moyens qui sont des moyens humains, qui sont des moyens financiers, qui ne sont pas toujours à la hauteur, justement, de cette revue à la hausse des exigences. Et là, les outils qui sont mis sur le marché depuis quelques années sont sans doute une première réponse. Alors, est-ce que les juristes vont disparaître, remplacés par des robots? Non. On sait bien qu'il y a un certain nombre d'analyses, je pense à Richard Susskind par exemple, qui explique qu'un certain nombre de juristes, pas tous, il parle par exemple des petits avocats, qui seront sans doute, pourront avoir disparu dans une trentaine d'années ou même une vingtaine d'années, puisqu'il parle de 2030. Et il explique qu'il faut fournir une valeur ajoutée extrêmement importante pour pouvoir, entre guillemets, se sauver. Je ne vais pas être très long sur le sujet, mais finalement, la réponse que moi je peux apporter à cela, c'est plus vous développez de créativité, plus vous développez d'innovation, plus vous êtes imaginatif, et finalement, je crois que ça correspond précisément aux caractéristiques d'un juriste de demain, plus vous êtes protégé. Plus en revanche, vous appliquez des processus parfaitement standardisés, et plus évidemment la machine peut parfaitement vous suppléer. Donc la réponse, elle est à la fois dans une veille qui est une veille, je dirais, sans a priori de ce que les technologies peuvent faire pour remplacer un certain nombre de tâches standardisées, commodisées, comme on peut le dire dans un mauvais anglicisme. Et là, évidemment, qu'un certain nombre d'outils sont développés par des grandes entreprises installées comme LexisNexis, par des startups telles qu'elles sont représentées ici. Plus en revanche, vous allez vers de la valeur ajoutée, plus vous préservez votre identité et votre valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Est-ce pour autant qu'il faut absolument abandonner les missions à faible valeur ajoutée? J'en suis pas certain, mais je ne veux pas être trop long et passer la parole à d'autres. Merci. Frédéric, vous êtes un des nouveaux entrants sur ce marché, oui. Sur la base d'outils prédictifs. Vous avez créé une société qui permet de financer ces litiges. Quelle est votre approche sur le sujet? Pour répondre directement à votre question, la réponse est évidemment oui. La seule question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir quand est-ce qu'une machine va remplacer complètement l'avocat ou le juriste. Mais si on essaie d'avoir un regard à plus court terme que cela, pour ne pas se poser des questions de 2050-2100, la réponse, elle est certainement oui. Parce qu'aujourd'hui, on est complètement capable de développer des technos qui automatisent un certain nombre de tâches et qui reproduisent la réflexion logique du juriste ou de l'avocat. Il faut savoir que le droit, puisqu'on est tous entre juristes aujourd'hui, c'est quand même le raisonnement logique par excellence, et ça, la machine, elle adore. Donc dire qu'on peut le faire, c'est certain. Et du coup, ça m'amène à mentionner un second point. Vous avez dit remplacer. Moi, je pense que justement, à court terme, ce n'est pas un remplacement, mais c'est un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que ce qui va commencer à apparaître, ce qui est déjà apparu, ce qu'on est en train de développer nous, c'est des outils d'aide à la décision qui vont faire plus vite, avec moins d'erreurs
et surtout avec un coût bien plus faible que ce que aujourd'hui proposent les avocats notamment. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour le justiciable, mais même pour les avocats, parce que quand on dit outil d'aide à la décision, on dit capacité d'aller plus vite, de faire moins d'erreurs et donc d'augmenter sa marge sur la partie valeur ajoutée, celle dont Richard Susskind parlait et dont vous parliez. D'accord. Camille, j'avais juste une question pour Camille, c'est-à-dire vous représentez un peu évidemment les cabinets d'avocats. Quand on regarde un peu l'économie numérique, on s'aperçoit qu'Uber n'a pas été créé par une compagnie de transport, Airbnb n'a pas été créé par une compagnie hôtelière, Netflix n'a pas été créé non plus par une major. Donc finalement, et on retrouve un peu ce schéma dans le monde juridique, c'est-à-dire que les nouveaux entrants qui sont parmi nous n'émanent pas de cabinets d'avocats. Donc comment les cabinets d'avocats réagissent à ces nouveaux entrants ? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, on réalise qu'on est sur un marché, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à concevoir. On n'a pas été éduqué dans notre profession avec la connaissance économique de notre marché. Donc on réalise qu'on est dans un marché avec des fluctuations, des modèles, des nouveaux entrants. On est dans un confort de monopole ou de quasi-monopole. Donc il faut qu'on sorte de ce confort. Ça, c'est la première chose, donc on observe. Il y a deux choses qui me semblent importantes. C'est qu'on vivait sur un double confort qui était celui du monopole du matériau juridique. Je me tourne un peu vers Guillaume. C'est-à-dire que, allez sur le site d'OpenLaw aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une cinquantaine de projets d'accès à du matériau juridique qui est mis à disposition. L'open source a modifié notre rapport au développement de logiciels. L'OpenLaw, la mise à disposition d'un certain nombre d'outils pour tout le monde, va changer le rapport que nous entretenons aux matériaux juridiques. C'est-à-dire que moi, avant, j'étais, comme les juristes aussi, dépositaire d'une sorte de monopole sur le matériau juridique, que j'étais le seul à détenir et que je transformais de temps en temps avec plus ou moins de valeur ajoutée, que je vendais. Aujourd'hui, une partie de ce matériau est accessible directement par d'autres qui ont décidé de le mettre à disposition. Et d'ailleurs, la transgression de ce monopole ne fait plus l'objet, dans notre conscience, de la même condamnation. Le hacker, quand j'étais plus jeune, au temps de la micro-informatique, c'est quelqu'un qui allait violer des règles. Aujourd'hui, le hacker est presque un chevalier qui a une sorte de noble hacking parce que cette idée de transgression est associée à l'idée de partage et qu'on partage pour autrui. Je ne suis pas certain que Assange ou Snowden soient si mal vus que ça par une grande communauté de l'Internet. Donc il y a le rapport aux matériaux juridiques que je ne contrôle plus, que je ne maîtrise plus totalement. Et puis par ailleurs, les initiatives qui sont prises ça et là pour proposer qu'un certain nombre de prestations, de services puissent être mis en œuvre à partir de plateformes numériques, a selon moi tendance, pas tant à concurrencer ou à menacer nos modèles, mais à désacraliser ce que nous faisions avant. C'est-à-dire que dans un certain nombre de modélisations de notre profession, on vend à l'heure, au forfait, mais ça revient souvent au même, une prestation juridique. Aujourd'hui, on est obligé d'admettre qu'il y a un certain nombre de prestations qui sont devenues des commodités, par leur récurrence, par leur simplicité, par les besoins qui en sont faits ultérieurement, et qu'on ne peut plus aujourd'hui vendre tout au même prix. Donc je pense qu'il y a aussi une forme de modification, d'altération du rapport économique qu'on entretenait, et notre travail. L'heure d'un avocat associé ne peut plus être consacrée à n'importe quoi, parce que de toute façon, nos clients refuseront, même si on sait que c'est l'avocat associé qui l'a fait, de payer une heure d'un avocat associé pour avoir fait cela. Je ne sais pas si je suis clair, mais il y a l'arrivée de la notion de commodité dans notre profession et on est obligé de faire avec. Donc il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on réfléchisse. Et juste pour donner une anecdote, nous chez Augustin de Gouzy, à partir de notre serveur, on a fait une analyse très simple. On a regardé comment nos emails étaient ouverts et traités par nos clients. Et on s'est aperçu que 67% de nos emails, alors que nous avons une clientèle qui est composée d'entreprises plutôt importantes, donc qui travaillent dans des structures qui sont souvent statiques. 67% de nos mails étaient ouverts sur des smartphones et des tablettes. 37% de nos mails sont ouverts entre 19h30 et 21h30. C'est-à-dire qu'à un moment où la vie de l'entreprise peut, je parle d'entreprise française, d'un autre créneau horaire, la vie de l'entreprise sédentaire peut avoir en partie cessé. Donc il faut qu'on s'adapte à une nouvelle forme de consommation de la prestation juridique aussi. Ça, ce sont les défis que nous devons aujourd'hui relever dans notre profession. Merci Camille. Je vais juste faire un saut jusqu'au bout de la table à Monsieur Philippe Wagner pour rebondir justement. Vous avez créé une société, Captain Contrat, qui crée
des contrats et qui crée une documentation, donc un lien direct avec les directions juridiques ou bien les particuliers. Comment avez-vous fait cette analyse et comment gérez-vous ces relations avec les avocats? Je crois que vous faites travailler les avocats, vous n'êtes pas en intelligence artificielle totale. Oui, bien sûr. Alors déjà, je suis ravi d'avoir entendu Camille parler de clients et de consommateurs, parce qu'en fait, c'est vraiment le constat qu'on a fait nous. C'est pas tant une question de qui prend le marché, c'est plutôt une question de qui répond à des besoins de clients qui ont évolué avec le temps, avec notamment un ensemble de matériaux juridiques qui sont de plus en plus accessibles et qui du coup font que les attentes des clients ont évolué. Et donc moi j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas dans une situation où demain on va pouvoir dire on remplace les avocats ou des juristes par des machines, mais progressivement on va repositionner la valeur ajoutée des avocats ou des juristes là où ils ont plus de valeur ajoutée, en laissant à la machine ou aux algorithmes faire un ensemble de choses qu'on peut aujourd'hui automatiser. Donc nous on est complètement là-dedans, à la fois dans le fait de permettre à des entreprises TPE-PME d'accéder plus simplement au service d'un avocat pour répondre à leurs besoins de conseil, mais également dans un enjeu de productivité pour permettre aux avocats, dans la réponse à ces demandes de prestations juridiques, d'utiliser des logiciels de productivité qui vont générer une première version de documents juridiques, que ce soit des contrats de travail, des conditions générales de vente, toutes sortes de PV qui sont sur du juridique annuel, ou même des documents à plus forte valeur ajoutée. Donc nous, notre constat là-dessus, c'est vraiment accompagner les avocats dans leur transformation numérique avec l'aide d'outils qui nous semblent bien pensés, puisque on est vraiment dans cette démarche de partenariat avec les avocats qui nous font des retours sur ce qui les aide à gagner du temps et à mieux valoriser du coup leurs heures quand ils les facturent à leurs clients. Merci. Monsieur Hubert, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, des réactions. Monsieur Dupré, vous êtes plus sur l'aspect mathématique, je dirais, scientifique de cet aspect-là, avec le développement d'outils prédictifs basés sur des modèles stochastiques. Vous avez notamment participé à la création, avec Monsieur Lévy, de juges virtuels. Est-ce que vous pouviez nous en parler un petit peu plus et comment ce système, cette modélisation s'adapte à l'aspect contentieux du travail du juriste ou de l'avocat? Oui, à la médiation, parce que je rappelle que vous êtes également médiateur. Pour en dire un mot, alors nous on essaye d'être du côté non pas obscur de la force, mais du bon côté de la force. On pense que les nouveaux outils numériques sont tout à fait profitables pour les juristes. Alors la modélisation mathématique, moi j'ai été juriste d'entreprise avant de rejoindre la magistrature. Quand on en a parlé la première fois avec cet ami mathématicien qui est présent dans la salle et directeur d'un laboratoire spécialement dédié à ces questions, j'ai eu quelques doutes. Et puis effectivement, on arrive à créer des juges virtuels. Alors, il vous expliquerait certainement mieux que moi d'un point de vue technique comment on arrive à les créer, mais de façon très schématique, on arrive à utiliser dans le domaine juridique des techniques qu'on utilise déjà depuis longtemps dans le domaine financier, puisqu'on utilise les mathématiques financières, notamment pour avoir une juste appréciation des provisions pour risque, la value at risk. Eh bien, on est capable de l'utiliser dans le domaine juridique. Alors, ça passe par un apprentissage des données via des bases de données. On teste ensuite sur un autre jeu de données ces résultats. Et on arrive à des taux de prédictibilité vraiment impressionnants. Et effectivement, est-ce que derrière ça, on voit apparaître le risque d'un remplacement du juriste par le robot? Moi, personnellement, j'y crois pas. Bien sûr, on a créé les radars automatiques, mais qui accepterait d'être jugé par un robot? Aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait. En revanche, on a des technologies qui permettent d'avoir une quantification du risque et non plus seulement une appréciation sur une moyenne, parce qu'aujourd'hui, un juriste d'entreprise, quand on lui demande d'apprécier un risque, il essaye d'avoir une idée moyenne du risque, éventuellement l'idée du risque maximal. Il répond à son directeur général ou à son directeur financier. Et éventuellement, il va y avoir une proportion de ce risque, un pourcentage de ce risque qui va réapparaître ensuite en provision. Mais là, on est vraiment capable, avec ces outils, d'avoir un taux de précision bien plus grand. Et donc, ça vient renforcer finalement
finalement le juriste face à son directeur financier, et ça vient renforcer le juriste face à la direction générale, et donc plutôt que d'être suiviste, il est au contraire, il reprend du poids, il reprend du pouvoir dans l'entreprise grâce à ces nouveaux outils. Donc c'est une façon de ne pas être dépassé, et c'est une façon de tirer vraiment profit et parti de ces outils. Merci. Monsieur Jacques Lévy, qui est dans la salle, je ne sais pas si vous souhaitiez compléter. Je peux juste rajouter un mot, oui, bonjour. Alors je voulais juste... Est-ce qu'on m'entend bien là? Oui. Oui. Contrairement à ce qu'un intervenant a dit, moi je crois qu'on ne peut pas du tout... Enfin, je suis mathématicien, donc je m'excuse, je ne suis pas du tout de la même formation que vous. Le raisonnement des juristes, pour un mathématicien, il n'est pas du tout logique. J'espère que ça ne va pas vous choquer. Vraiment pas. Donc c'est pas ce que nous on appelle un raisonnement logique. C'est pour ça que quand on va à justice, c'est quand même un événement aléatoire qui va se produire. On ne sait pas du tout si on va être condamné ou pas et à quel montant on va être condamné. Donc nous, on ne croit pas du tout à un remplacement. Il n'y aura pas de remplacement. Ce qu'on peut proposer, nous, mais enfin les mathématiques actuelles, c'est une aide à la décision. Donc comme l'a dit Monsieur Dupré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre aux juristes de quantifier leur risque au lieu d'avoir simplement une appréciation heuristique, on va dire. Donc vous êtes expert dans votre domaine et ça peut vous aider en plus d'avoir des chiffres qui vous disent oui, je corrobore cette expertise avec un taux de probabilité de temps. Voilà, donc il n'y aura pas de remplacement, mais il y aura une aide qui va vous permettre d'être plus fort par rapport à d'autres. Comme l'a dit M. Dupré, les financiers font ça depuis longtemps. Moi, je suis spécialiste des risques financiers, donc depuis longtemps, ils arrivent sur la table avec des chiffres en disant voilà ma probabilité de perte à tant de pourcents. On pense que les juristes, ça peut les aider à avoir ça, et ils auront un poids plus grand. Voilà, merci. Merci. Christophe, je rappelle que vous êtes à l'EDEC, donc vous êtes en lien, vous êtes un peu notre caution académique, je dirais, et vous êtes en lien avec les étudiants, avec des juristes. J'aimerais vous demander, vous m'aviez passé cette étude vraiment intéressante, Can Robots Become Lawyers? Quelle est votre appréciation, vous, de ce point de vue-là, du point de vue également des recherches qui peuvent être faites à l'étranger, et également, j'aimerais savoir un peu quel va être le juriste demain, le juriste que vous voyez à l'EDEC, puisqu'il y a des formations qui sont communes, économie et juridique. Est-ce que ça va être un geek? Quel est le nouveau juriste 4.0 que vous voyez à l'EDEC? Alors déjà, si j'étais un robot, la question pourrait se poser de savoir si j'ai compris la question. Non pas qu'elle soit mal posée, mais ou ce qui a été dit précédemment, parce que même si effectivement on pourrait en extraire des mots-clés ou des ensembles de mots-clés ou des concepts, est-ce que le niveau de complexité ne serait pas tel que même un agent artificiel ne serait pas capable, ou on ne serait pas capable de lui fournir les instructions lui permettant de traiter le flux d'informations entrant et de le transformer en flux d'informations sortant? Première remarque. Deuxième remarque, alors pas tout le monde, mais bon, j'ai senti une ambiance côté non obscur de la force. Non pas que je veux représenter le côté obscur, mais finalement, quand on aborde ces questions, y compris du point de vue du politique, au sens le plus noble du terme, c'est une question de rente de situation, y compris dans la table ronde précédente, quand on parle des ayants droit sur les droits de propriété intellectuelle, à savoir qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui détiennent des rentes économiques. Je ne dis pas qu'elles sont justifiées ou pas justifiées, ou trop importantes ou pas assez importantes, c'est une réalité. Des acteurs entrants ou potentiellement entrants qui souhaitent se créer des rentes, et pour certains qui souhaitent se les créer le plus vite possible, car ils savent très bien que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils auront disparu. Est-ce que Uber existera encore dans 3 ans? C'est pas sûr. Est-ce qu'un Facebook existera encore dans 3 ans? C'est pas sûr. Donc, il y a bien cette idée de tirer des rentes sur... Je ne joue pas au Cassandre, au gourou de Café du Commerce, ce sont juste des questions. Alors, le troisième point, c'est que, pour venir à ta question, à l'essentiel, bon, moi je ne suis pas du tout mathématicien, pas ingénieur, certes juriste, mais c'est vrai que dans une vie antérieure, donc 94, 95 jusqu'à 2003, 2004, j'ai eu la chance, à mon humble niveau, de rencontrer, de travailler avec des gens qui étaient dans un réseau qu'on appelait le réseau droit intelligence artificielle, en France, en Europe, beaucoup en Europe du Nord, encore maintenant, il y a des gens brillants en France, à l'INRIA notamment, mais aussi en Europe du Nord, en Suède, en Finlande et des Nord-Américains. Et à l'époque, c'était, je pense, le début, les prémices des réflexions sur est-ce qu'on peut automatiser le raisonnement juridique, le traitement d'une information juridique
l'aide à la prise de décision juridique, voire la simulation d'une décision juridique ou d'une décision judiciaire. Il y avait beaucoup de travaux académiques, je pense qu'il y en a encore maintenant, je suis ça d'un peu moins près, mais encore plus, qui finalement avaient assez peu abouti à de la création d'entreprises. Et puis, je crois que ça a commencé à monter parce qu'il y avait une vraie demande, parce que certains ont vu qu'il y avait des rentes à attaquer ou de nouvelles rentes à créer, en particulier sur les prestations dites standards, ça a été dit avant moi, créant relativement peu de valeur ajoutée, surtout du point de vue du client, qui lui a un budget, a un coût, surtout si c'est un coût horaire pour un avocat, etc., etc. Et en particulier, il y a un prof de Berkeley, qui s'appelle toujours Mark Lemley, qui est à l'origine aujourd'hui d'une très grosse boîte aux États-Unis qui s'appelle Lex Machina, qui est, je pense, un des meilleurs exemples de la prédictivité, certes avec un environnement d'information juridique et une forme aussi de traitement des litiges qui permet de le faire, mais bon. Alors aujourd'hui, où on en est, il y a un article que je vous recommande. Alors l'intitulé, c'est Can Robots Be Lawyers? Donc est-ce que les robots peuvent être des juristes ou pas? J'en parle d'autant plus facilement que c'est pas moi qui l'ai écrit. Deux auteurs, donc des profs aux États-Unis, Remus et Lévy. Ce papier est disponible sur SSRN. Le premier draft a été mis en ligne le 30 décembre. Donc ces gens ont dû arrêter de bosser la veille de Noël, enfin des fêtes du Nouvel An plutôt. Et alors ce papier est très intéressant parce qu'en fait, de mon point de vue en tout cas, c'est le plus objectif que j'ai pu lire sur la question, à savoir, est-ce que tout est modélisable ou pas? Est-ce que les robots ou les agents artificiels ou les machines vont remplacer les juristes au sens le plus large ou pas? Est-ce que c'est fait? Est-ce que ça sera fait bientôt ou dans un proche avenir? Les conclusions, je trouve, sont très intéressantes. C'est un papier, un travail qui est vraiment très sérieux, qui consiste à dire, grosso modo, à partir du moment où on considère que le point commun entre une machine, un ordinateur ou un groupe d'ordinateurs et un juriste, c'est de traiter de l'information avec certains process et d'en sortir de l'information transformée avec plus ou moins de valeur ajoutée. La question est de savoir si est-ce qu'on peut modéliser ou pas la façon dont un juriste traite cette information, génère des flux sortants, des solutions pour ses clients, des conseils, une décision de justice, etc. Et la réponse est, les résultats aujourd'hui sont très avancés. À partir du moment où on est sur un process de traitement de l'information qui est standard ou relativement standard, alors c'est historiquement, depuis ces années 90, tout ce qui est automatisation de la recherche de l'information, de la documentation juridique, les éditeurs ont commencé, des cabinets ont suivi, de grosses directions juridiques aussi. On commence à voir des choses assez évoluer en matière de logique prédictive, et en particulier sur ce qui peut être calcul des dommages et intérêts, donc calcul du risque, en particulier du risque économique. On commence à voir aussi le développement de plateformes d'intermédiation, y compris, puisqu'on parlait des cabinets d'avocats il y a quelques instants, il y a des études qui, aujourd'hui, alors je ne sais pas si ces résultats ils sont fiables, mais en tout cas c'est ce qu'elles disent, qui disent qu'en 2018, le plus gros cabinet d'avocats au monde, alors cabinet d'avocats entre guillemets, ça sera Axiom Law, qui est une société nord-américaine qui a une croissance extraordinaire. C'est une société d'ingénieurs, c'est une société qui vend à la fois des process, de la plateforme, pour uniquement des clients qui sont des directions juridiques, et qui met en relation avec ses clients directions juridiques des avocats qui ne sont pas salariés de Axiom, mais qui sont des avocats qui ont souhaité travailler sur un autre business model. En revanche, mais je parle sous le contrôle, et je termine là-dessus de mes collègues, des personnes de l'INRIA, aujourd'hui, dès lors qu'il s'agit d'aller rédiger une consultation juridique ou d'aller construire des actes juridiques complexes, qu'on ne peut pas totalement modéliser parce qu'il y a une complexité des faits, une complexité des données qui font qu'aujourd'hui, la machine ne peut pas les traiter, mais là encore, je parle sous votre contrôle, les juristes ne sont aucunement menacés parce que c'est justement là où ils ont leur vraie valeur ajoutée, leur expertise. Dernier mot, ce qu'on observe en Amérique du Nord aujourd'hui, non pas que ce soit pour moi un modèle absolu, mais on se rend compte que ça arrive souvent chez nous après, c'est que toute cette puissance informationnelle, computationnelle, grâce aux machines, et qui génère de l'automatisation, a tendance petit à petit à remplacer ce qu'on appelle les paralegals, qui étaient embauchés et qui faisaient du traitement, j'allais dire, standard,
mais menacent faiblement les juristes d'entreprise ou les avocats, dès lors qu'ils sont sur une vraie valeur ajoutée, et eux, au contraire, ils ont plutôt intérêt à utiliser tous ces outils existants. Merci Christophe. Nous disposons encore de quelques minutes. Je voulais refaire un tour de table sur la façon dont vous envisagez, quelles sont vos pistes d'investigation dans chacune de vos entreprises, dans chacune de vos projets, par rapport à cette transformation numérique. On a parlé aussi, M. Hubert a parlé d'outils de sécurisation, de coffre-fort numérique et autres. Est-ce que ce sont des pistes d'investigation pour LexisNexis, pour vous également ? Je vous laisse la parole. On a parlé aussi de Lex Machina, donc étant chez LexisNexis, vous êtes le premier à pouvoir en parler. Oui, je peux dire un mot de Lex Machina, effectivement. Je vais le faire dans quelques instants. LexisNexis, en fait, est une entreprise qui est à la fois une maison d'édition, enfin un groupe d'édition tout à fait traditionnel, qui existe pour certains depuis 100 ans, pour certains depuis 200 ans, et d'une boîte très technologique. Aujourd'hui, chez LexisNexis, c'est plus de 1000 ingénieurs technologiques qui sont salariés à travers le monde. C'est donc une capacité d'investissement, monsieur, que vous évoquiez tout à l'heure, qui est absolument considérable, absolument nécessaire, parce que les technologies coûtent cher à développer. Et c'est une entreprise qui travaille à la fois sur de la R&D, 7% de notre chiffre d'affaires est consacré à la R&D, ce qui est considérable, ce qui est quasiment l'équivalent d'un Google, ce qui nous amène à développer des services des services qui permettent à la fois des progrès sensibles en termes de productivité, en termes d'outils prédictifs. Et donc ça, c'est des choses que nous faisons depuis des années, que nous continuons à faire. Et puis nous avons une veille qui nous permet de surveiller, de voir toutes les entreprises innovantes, les start-up, qui nous semblent avoir développé des solutions, des produits innovants. Et tout à l'heure, Christophe évoquait l'impressionnant de Lex Machina, dont nous venons de faire l'acquisition il y a à peu près un mois, et effectivement qui travaille sur des outils prédictifs qui, à partir d'informations qui, prises individuellement, n'ont pas forcément une forte valeur ajoutée, ici une décision d'un tribunal américain, d'un État, ici d'un autre État, par des recoupements sur des millions de données, arrivent à générer une valeur ajoutée supplémentaire, nouvelle, qui aide à la prise de décision, qui aide à la construction d'une stratégie juridique ou judiciaire. Nous travaillons donc à la fois sur cette R&D et sur ces acquisitions. On travaille toujours et encore, et je tiens à le dire parce que je crois que c'est très important, sur le contenu. Nous pensons que dans un monde ubérisé, dans un monde en tout cas qui subit cette révolution digitale, nous pensons que le contenu reste absolument central. À la fois le contenu à valeur ajoutée, celui qui produit des analyses. Alors on ne produit pas le contenu comme on le produisait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans évidemment, mais le contenu reste absolument important parce que comme le disait là encore Christophe, aujourd'hui le juriste d'entreprise de demain sera-t-il celui d'aujourd'hui? Bien sûr que non, mais en tout cas ce que nous savons, c'est que ceux qui tireront leur épingle du jeu, ce sont ceux qui seront capables de créer de la valeur pour leur entreprise, pour leurs actionnaires. Et donc nous sommes là, à notre place, à côté d'autres, pour aider le juriste d'entreprise, l'avocat, à créer de la valeur ajoutée, à créer de la valeur tout court, si je puis dire. Donc le contenu est évidemment la relation de ce contenu à la valeur ajoutée avec ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire avec les millions de décisions de jurisprudence, la régulation, la législation, la réglementation, et ça évidemment, ça passe par de l'automatisation quasi complète. On accède également différemment à l'information, donc je finirai peut-être par là. Accéder à l'information, c'est véritablement le grand challenge que nous avons tous à rencontrer, avec à la fois un travail sur ce qu'on appelle la sémantique, et donc nous avons développé un thésaurus, par exemple, de 160 000 termes, qui permet aujourd'hui, termes et concepts, qui permet aujourd'hui une pertinence assez impressionnante, je crois. Et à côté de cet accès à l'information, il y a aussi comment finalement on consomme l'information. Et une des pistes sur lesquelles nous travaillons, c'est la data visualisation, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, il va falloir sans doute représenter l'information juridique un peu différemment, en tout cas en complément de ce qui est fait aujourd'hui. Donc voilà, quand on parle d'intelligence artificielle, voilà les pistes sur lesquelles nous travaillons. Frédéric ?
Moi, je voudrais juste dire quelque chose pour rebondir sur ce que Christophe a dit. Je ne crois pas que, sans parler au nom de Philippe, mais je ne crois pas que les nouveaux entrants cherchent à s'attaquer à une rente, parce que honnêtement, on s'attaque plutôt on cherche à adresser un marché qui est latent, auquel les avocats n'ont pas répondu en fait. Ils n'ont pas répondu pour diverses raisons. Il ne s'agit pas ici de refaire le passé, mais ce qui est certain, c'est que le coût de traitement aujourd'hui de petits dossiers, il est beaucoup trop élevé dans un cabinet avocat pour que quelqu'un aille voir un avocat. Donc pour rebondir sur ce que vous disiez Xavier, je pense que l'idée c'est pas simplement de dire on aimerait bien que dans les startups il y ait plus d'avocats et faire sauter les barrières déonto. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la capacité quand on est avocat à pouvoir embaucher des devs pour créer de la techno et donc à lever de l'argent. Donc la capacité pour un cabinet d'avocats à devenir une société commerciale pour pouvoir lever de l'argent, investir, créer des produits et ainsi de suite. Donc c'est pas tellement la dynamique de s'attaquer à une rente, c'est adresser un marché auquel aujourd'hui dont personne s'est vraiment préoccupé, mais pas parce qu'ils n'en avaient pas envie, parce que tout simplement ils étaient trop chers pour ces gens-là. Donc nous, à travers notre plateforme sur weclaim.com, on essaie essentiellement de faciliter la résolution des litiges des gens, à la fois avec des solutions de financement, à la fois avec des technos d'automatisation pour faire baisser le coût marginal de traitement des dossiers par les avocats qui conduisent les actions, puisqu'il y a des avocats à chaque fois qui, de manière systématique, conduisent les actions. Et on aimerait aller plus loin. On aimerait aller plus loin et on aimerait faire ce dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est-à-dire de l'analyse prédictive, notamment en s'appuyant sur des jeux de données larges, donc le predictive analysis sur le big data pour parler en anglais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en dépit des quelques jeux qu'on peut avoir, ceux sur lesquels vous travaillez, Jérôme par exemple, mais l'immense majorité des jeux de données, ils ne sont pas dispo. C'est-à-dire quand on parle de l'ex machina, c'est génial, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés miner toutes les données qu'ils avaient à disposition, mais qui étaient en open data. Voilà. Et donc la question dans ce pays, et j'en profite que vous soyez là, Xavier, pour vous la poser, c'est quand est-ce que tout le monde, tous les citoyens de ce pays, pas que les startups, pas que les avocats, tout le monde, peut avoir accès librement à des jeux de données pour pouvoir travailler sur ces jeux de données, bien sûr anonymisés, mais interopérables et tout ça. Parce que ça, c'est ça qui va permettre de créer demain des outils où on va vous dire pour beaucoup de litiges, pour les directeurs juridiques, pour un particulier qui va sur weclaim.com et qui veut savoir quelles sont ses chances de succès, combien il va avoir droit si jamais il attaque sa compagnie aérienne pour un problème de retard et tout ça. Pour ça, il faut beaucoup de données et après beaucoup d'investissements. Et aujourd'hui, on n'y est juste pas du tout. On n'y est pas du tout. Et c'est des économies pour le ministère de la Justice parce que ça veut dire des meilleures décisions. Donc j'y vais pas. Et ça crée des emplois en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, plusieurs questions ont été posées en réalité. Plusieurs choses. Un, est-ce qu'on va avoir des robots juridiques? C'est une évidence parce qu'ils existent déjà. Donc, c'est pas est-ce qu'on va en avoir? On a déjà des robots juridiques, il y a déjà des robots d'analyse contractuelle qui existent, notamment contentieuse, et ça se développe aux États-Unis et ça arrivera très rapidement en Europe et en France. Donc, c'est pas une question, c'est une évidence, ça existe. Et ça sera de plus en plus et de mieux en mieux. Est-ce que ça va remplacer le juriste qualifié l'avocat? Non. Pourquoi? Parce que tous nos robots ne fonctionnent que sur un modèle qui est le droit constant. Or, le juriste et l'avocat, ses qualités, c'est de faire évoluer le droit. Et ça, le robot ne peut pas faire évoluer le droit. On peut dire je peux reproduire le raisonnement juridique, mais ce n'est pas le raisonnement juridique qui fait évoluer le droit. C'est beaucoup plus que ça. Et le droit n'est pas constant, et je ne parle pas du droit qui évolue parce que la loi ou le règlement évolue, parce que la jurisprudence évolue, donc la pratique évolue derrière. Et ça, le robot ne sait pas le faire. En revanche, qu'un juriste, qu'un avocat confirmé avec des moyens informatiques puisse encore plus faire évoluer le droit et travailler le droit, c'est aussi une évidence. Donc si je suis d'accord avec vous, ça sera un instrument extraordinaire d'aide à la décision. Des choses seront automatisées, des contrats types, etc. C'est même pas une discussion, c'est aussi une évidence, mais il y aura une nouvelle plus-value, de nouveaux services qui vont arriver et qui, là, vont devoir concilier une forte plus-value intellectuelle et une plus-value économique derrière. Troisième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour nous, pouvoir public, l'important, c'est que ce sont des professionnels qualifiés, des avocats qui aillent sur le numérique. Le sujet n'est pas de faire exploser la déontologie des avocats. Au contraire, c'est de permettre à l'avocat, avec sa déontologie, d'aller sur Internet, parce que c'est ça qui va donner la garantie de la qualité de la prestation, du sérieux de la prestation et de la responsabilité de la prestation aux acteurs qui sont en face. Et la vraie plus-value, elle est là aussi, c'est cette sécurité et cette responsabilité que je dois donner. Et la déontologie en est un gage. En revanche, que la déontologie serve exclusivement à se protéger du monde extérieur, en pensant que le monde extérieur jamais ne pourra rentrer parce que j'ai une sorte de muraille de Chine, ça c'est une aberration parce que c'est une illusion extrêmement, je dirais, mortifère pour les professions. Très clairement. Troisième point, ce que vous disiez sur l'open data, c'est que vous avez tout à fait raison.
avoir de la prédictivité, c'est de la sécurité juridique, c'est aussi une évidence. Pour avoir de la prédictivité, il faut avoir de la donnée qui puisse être analysée. Une des réflexions sur lesquelles nous avançons très vite, après on a un sujet technologique, qui est de mettre en open data toutes les décisions de justice, quel que soit le degré de juridiction. C'est-à-dire que ce soit le TGI ou le TI de Rodez ou la Cour de cassation, que toutes les décisions soient numériquement mises à disposition, que vous soyez en instance, au commerce ou en grande instance, voire au pénal. Anonymiser, protégeons la vie privée, etc., etc., c'est une évidence. Mais de l'autre côté, il faut avoir effectivement ces éléments pour avoir de la prédictivité. La prédictivité, ça va permettre effectivement, en termes de contentieux, de savoir où on se situe. Quand on va me proposer une indemnisation, je serai globalement, ou si je suis dans la fourchette ou hors fourchette. Je serai globalement devant une juridiction, etc., etc. Bref, je ne vous fais pas le dessin, vous le connaissez mieux que moi. Donc, vous avez totalement raison, il faut travailler sur l'open data. On l'a travaillé. On a commencé à le faire en matière de transport, en matière de transport par train, par bus, en matière aérienne. On va essayer de le faire sur le domaine du droit de façon à mettre à disposition pour les acteurs, ce n'est pas les citoyens qui iront avoir toutes les décisions de justice en France, mais ce sont les acteurs qui, avec des instruments juridiques, iront les traiter, vous offriront des services, à vous, juristes d'entreprise, et à vous, avocats, vous, compagnies d'assurance banque, ou madame ou monsieur, citoyen, je dirais lambda, on aura ces instruments. Et ça, il faut le faire effectivement, et ça, c'est quelque chose qui doit se faire très vite. Je suis d'accord avec vous. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a peu de décisions juridiques de justice qui sortent sous un format juridique numérisé, d'une part, anonymisé sûrement, il n'y en a pas, et troisièmement, dans un format qui soit interopérable, en tout cas réutilisable. Voilà, c'est un des sujets. Si vous regardez la loi croissance, on a fait 2 gros secteurs d'interopérabilité, les transports, on a commencé à le faire, et le RCS avec l'Open Data RCS, dont la plateforme de mise à disposition via l'INPI, c'est-à-dire la possibilité pour les acteurs d'aller chercher de l'information sur les entreprises et de la retraiter, sera grosso modo en place entre avril et mai. Camille, je sais que tu avais quelques réserves. Tu es ancien membre du Conseil de l'Ordre. La déontologie a été évoquée, l'avenir des cabinets d'avocats. Est-ce que peut-être... Ici, on entend très mal ce que tu dis. C'est un robot. Je suis pas là. On a parlé des cabinets d'avocats, de la déontologie. Est-ce que, et je sais que tu étais ancien membre du Conseil de l'Ordre, est-ce que peut-être tu as quelque chose à dire au nom de l'Ordre des avocats ou pas, ou est-ce que c'est simplement en ton nom personnel? C'est en mon nom personnel, je ne représente absolument pas l'Ordre des avocats ici, mais j'aime ma profession. Donc, c'est pas un reproche, c'est un regret. Nous devons, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on ose augmenter. D'abord, il faut qu'on remette l'église au centre du village, hein, notre client. Et notre préoccupation, ce n'est pas notre propre confort, c'est notre client. Point 1. Le point 2, c'est qu'il faut qu'on accepte l'idée que c'est la plus importante mutation de notre profession depuis la fusion avec les conseils juridiques. Ça, il faut que ça transforme notre agilité, que ça nous redonne de l'agilité. Il faut qu'on augmente le dialogue digital et numérique avec nos clients. Il faut qu'on crée des plateformes qui leur permettent de dialoguer, de réduire les coûts, de manière à réduire les coûts pour eux, qu'on soit plus compétitif, parce que sinon, effectivement, on sera progressivement grignoté. Hein. Aujourd'hui, on a cité beaucoup Star Trek et La Guerre des Étoiles. Alors, je voudrais citer un grand film aussi qui s'appelle Predator, un film de John McTiernan. Vous savez, c'est un groupe de personnes super entraînées qui sont dans la jungle avec une créature invisible qui les attaque et qui les tue une par une. Puis à un moment, Arnold Schwarzenegger est là et puis il découvre quelques gouttes sur une feuille d'arbre et puis il dit « Ah, je suis sûr de l'avoir touché » et puis il touche un truc et il fait « Ah, c'est du sang ». Et il dit « Il saigne ». Ça veut dire qu'on peut le tuer. Donc, si nous commençons à... Ouais, on va mourir. Si on commence à se laisser comme ça grignoter, si on se referme, si on n'accepte pas de réfléchir à un certain nombre de problématiques sur le financement des cabinets, l'initiative, l'entrepreneuriat, l'interprofessionnalité, disons-le, on est dans une assemblée qui est plutôt favorable à cette idée, donc je n'ai pas de mérite, mais qu'on reconstruise enfin cette filière juridique en réunissant nos forces et nos talents, nous, nos 2 professions, qu'on soit plus solide face à ces questions, qu'on accepte d'aborder notre profession à travers un angle plus économique, c'est comme ça qu'on arrivera à relever ce défi sans avoir peur. Voilà, sans avoir peur. Moi, j'espère. Les gens sont intelligents autour de cette table. Ils le sont. Et j'espère qu'ils feront de nous, avocats, des gens encore plus intelligents. Voilà, c'est ça qu'il faut.
Moi, je trouve ça chouette qu'il y ait des gens intelligents qui ont pris des initiatives, même si à certains égards, on leur cogne dessus, on les critique, etc. On a peur, on brandira effectivement face à Weekly ou à Captain Contrat des problématiques liées à la responsabilité. Qui est-ce que je vais voir? Voilà, j'ai souscrit à Captain Contrat, j'ai souscrit à Weekly, etc. J'ai un problème, après qui je vais voir? Qui est mon interlocuteur? Où est l'humain derrière cette plateforme numérique? Ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Si on arrive à régler cette question, alors effectivement, on peut coexister et ces initiatives peuvent provoquer chez nous des initiatives plus intéressantes et ça crée enfin une agilité sur le problème que ça pose. Ce n'est pas celui de régler le problème du numérique, c'est celui de se transformer structurellement de manière à aborder les problématiques suivantes, celle de l'outsourcing, celle de l'intelligence artificielle, bref, toutes les autres mutations de notre filière. Merci Camille. On a vraiment un colloque très science-fiction, on a parlé de Star Trek pendant la table ronde, maintenant c'était Predator, je ne sais pas si Marc parlera d'Alien pendant la troisième, on verra. Christophe? Très vite, j'ai déjà parlé beaucoup avant, puisqu'on est dans le name dropping des films, il y a un autre film, on ne sait pas, voilà. Non, c'est pas La Grande Vadrouille. Quoique, je vous jure qu'on n'a pas échangé avant, qui s'appelle Blade Runner. Bon. Bravo. Et qui est tiré d'un bouquin de Philippe Cadic, dont le titre original en français est « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ou électroniques ?» Bon. Donc la réponse aujourd'hui, je pense, est non. Donc on peut parler longuement de robotisation, etc. Je ne vais pas y revenir. J'aurais voulu aussi réagir, mais on n'a pas le temps. Je te suis parfaitement, hein, Frédéric, sur la rente. Mais moi qui suis, j'en ai la prétention, un vrai libéral, combattre des rentes, si la rente ne permet pas, je ne dis pas que ce n'est pas le cas aujourd'hui ou le cas, mais la meilleure allocation possible de la valeur, ce n'est pas ni un crime, ni c'est très bien. Je voulais juste dire, pour les directions juridiques, non pas un conseil, je n'ai pas cette prétention, mais une suggestion. Le terme a été utilisé tout à l'heure. Je pense que si vous voulez vous poser, ou vous les posez déjà, et vous avez déjà fait des choses bien sûr, la question de qu'est-ce qu'on pourrait automatiser, qu'est-ce qu'on pourrait standardiser, qu'est-ce qu'on pourrait externaliser, etc. Réfléchissez sur votre propre chaîne de valeur en tant que fonction juridique dans l'entreprise. Là, toujours la même chose, entre ce qu'on attend de vous, vos missions, et ce qu'attend votre directeur général ou votre directrice générale, ou votre comité exécutif, ou votre comité de direction, ou votre conseil d'administration, quelles sont vos missions? Et à partir de là, entre les informations que vous traitez pour satisfaire à vos missions, vous avez comme ça toute une série de process, de sous-process, etc. À l'intérieur de cette chaîne, où créez-vous le plus de valeur pour l'entreprise? Qu'est-ce qui est subsidiaire dans cette création de valeur? Et qu'est-ce qui pourrait être, quand je dis externalisé, c'est au sens le plus large possible, y compris externalisé en interne à un agent intelligent qui va faire le travail peut-être effectivement à la place d'une certaine catégorie d'intervenants humains, mais qui vont peut-être, s'ils ont le bon niveau, la formation, la courbe d'apprentissage qui va bien, etc., une vraie capacité à faire autre chose et à permettre, dans la chaîne de valeur, à dégager, pour le coup, plus de valeur. Dernière chose, gardez bien à l'esprit aussi, peut-être que tout le monde connaît la référence, que derrière les robots, il y a souvent des êtres humains. C'est le fameux automate turc mécanique qui a joué aux échecs, notamment contre Napoléon, qui était présenté comme un automate, et en fait, c'était un être humain. Donc, parfois, ce qu'on vous présente comme étant un process automatisé, derrière, il y a de l'être humain, et parfois payé à très bas prix ailleurs qu'en France. Moi, j'ajouterai un mot, je crois que Jacques voudra intervenir d'un mot aussi. Ensuite, je ne voudrais pas déformer sa pensée. Simplement, pour ce qui est de la création de valeur, il y avait une citation sur laquelle j'étais tombé un jour qui disait « Il ne faut pas plus chercher la justice dans les tribunaux que la santé dans les hôpitaux ». Je crois qu'on évoquait tout à l'heure le fait qu'on avait la possibilité... On avait la possibilité de recourir à la négociation dans un nombre très important de cas. Si on connaît à l'avance, d'une façon très fiable, la décision qui va être rendue, eh bien, on peut transiger, par exemple, trouver un accord très vite. Si vous savez que vous avez 90% de chance de gagner 10 000 €, vous transigez à 9 000, c'est aussi simple que ça. Et donc, on peut exploiter et valoriser ce patrimoine jurisprudentiel qui est l'œuvre chaque jour accomplie par les juges. Et donc, ça vaudrait la peine pour tous, parce que c'est une aide à décision, ça permet de faire des économies, ça présente énormément d'intérêt de développer ces outils. Et si c'est possible, je crois que Jacques voudrait compléter d'un mot. Non, tu as été parfait, j'ai rien à dire. Non.
Monsieur Wagner, vous fermez la marche. Moi, par rapport aux missions de Captain Contrat, finalement, dans cette innovation dans le juridique, je pense qu'on en a trois principales. La première étant qu'on a une vraie mission de simplifier l'accès au droit avec les avocats. J'aime pas trop l'opposition avocat-non avocat, parce qu'au final, un avocat qui cherche à monter une entreprise de l'envergure d'une société actuelle sur Internet, il fait tout sauf être avocat. En fait, il va toucher à un ensemble de compétences et du coup, l'opposition ne me semble pas forcément pertinente. Pour autant, il y a un ensemble de choses déontologiques à traiter, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Du coup, cette première mission qui est de simplifier l'accès au droit, et là encore une fois je réponds à Frédéric, je suis entièrement d'accord sur l'aspect de rente. On n'est pas vraiment sur une rente, et d'ailleurs rente c'est souvent associé à de l'immobilisme et à quelque chose qui n'innove pas. Or nous on est en train de permettre aussi à des gens qui jusqu'à présent ne faisaient pas appel à des avocats de le faire à travers notre plateforme. Donc on est vraiment dans cette démarche de simplifier l'accès. Ensuite, notre deuxième mission, c'est de continuer à travailler sur notre base documentaire pour continuer à faire en sorte qu'elle soit de plus en plus pertinente pour les avocats qui travaillent avec nous, toujours dans cet objectif de gain de productivité. Et là, j'attire juste votre attention sur le fait qu'effectivement, il y a systématiquement une tête bien pensante humaine à l'origine de tout algorithme qui va être une machine, et que pour tout document complexe, il faut imaginer que l'algorithme qui a été imaginé en amont est beaucoup plus complexe que le document en lui-même. Et donc, il y a un moment, on ne peut pas non plus aller à l'infini, et dans un niveau de complexité infini des documents, parce qu'il faut quand même une tête humaine pour penser l'algorithme qui va être capable de réfléchir comme un humain. Et puis le troisième point, l'axe de développement qu'on a pour nous aussi, c'est d'aller mettre à disposition l'ensemble du workflow finalement qu'on utilise, à travers lequel une entreprise va renseigner ses besoins pour solliciter les services d'un avocat et obtenir une prestation juridique. Et bien ce workflow, en fait, c'est quelque chose qui est intéressant également au niveau des directions juridiques. J'entends souvent parler de contrats dans les entreprises qui sont antidatés, tout simplement parce que les délais de traitement, les délais de contractualisation sont longs, les juristes qui sont sous l'eau, voilà, ça c'est un petit peu les échos qu'on a. Et nous, les technologies qu'on utilise pour les avocats sur le marché des prestations juridiques pour les entreprises, ce sont des technologies qu'on peut facilement mettre à disposition des directions juridiques pour qu'ils puissent réaliser les mêmes gains de productivité, que ce soit nous ou que ce soit d'autres acteurs. En tout cas, nous, ça fait partie des choses qui nous intéressent très fortement pour les années à venir. Merci Philippe.